Ce film constitue le 5e d'une série que je consacre au Jardin des plantes de la ville de Rouen. Après avoir vu le jardin aux 4 saisons, je vais maintenant vous montrer les serres tropicales qui viennent d'être restaurées. Ce qui n'est pas une raison pour ne pas admirer au passage les jolis massifs, notamment de tulipes, qui ont été plantés en ce mois d'avril. Myosotis également. En 2019, le printemps est particulièrement sec. Beau pavot d'Islande. Le château porte déjà sa belle glycine. Au milieu, le pistil, qui est formé par l'assemblage des carpelles et qui contient les ovules. Tout autour, l'androcée, formé par les étamines, qui contiennent le pollen. Où sont les abeilles pour venir procéder à la pollinisation entomophile? Heureusement, la pluie est annoncée. Ce massif va pouvoir se revivifier. La glycine est une plante particulièrement gracieuse. Et qui peut parfois prendre un aspect spectaculaire, comme ici. Je ne m'attarde pas trop, vous connaissez déjà cet endroit si vous avez suivi mes films. Je me rends donc aux serres tropicales. Il faut quand même admettre que le regard est attiré par cette glycine comme par un aimant. Peut-être qu'en voyant ça, Louis XIV aurait eu l'idée d'en poser sur la façade de Versailles. Les crosses des fougères sortent. Voici les crosses de ces ptéridophytes. Pour aller aux serres, c'est par ici. Les beaux massifs se succèdent, avec notamment ici des ravenelles. Le parc fait 8 hectares. C'est au XIXe siècle que la ville de Rouen l'a récupéré pour en faire un jardin public. Une œuvre éphémère de Laurent Martin. La serre centrale. De part et d'autre du bassin, les parterres de plantes médicinales ou condimentaires. Le papillon a repris toute sa beauté. Un cèdre avec ses cônes.
Poursuivons vers les serres. Nous sommes en vue de ces serres qui viennent donc d'être rénovées. Le feuillage que vous admirez est celui d'un noyer noir d'Amérique, qui n'est pas petit. Cette carte postale ancienne montre l'aspect des serres à la Belle Époque. C'est en 1880 que la municipalité de Rouen vote des crédits dans le but de réaménager le jardin des plantes de la ville. On avait même envisagé en 1881 de faire un zoo à cet endroit. Le projet a été abandonné parce que les animaux auraient souffert de la proximité du tissu industriel de la rive gauche. En 1884, les serres, il y en a 7, ouvrent au public. Sur l'ensemble des 7 serres qui viennent donc d'être rénovées, la moitié est destinée à la production horticole, tandis que l'autre moitié sert à montrer les collections botaniques du jardin des plantes. Belles anémones du Japon. Superbes échinacées. Je ne m'en lasserai pas, mais vous voulez voir les serres. Belle présentation. Regardez-moi ces agrumes, des citrus encore bien verts. Une bergamote. Est-ce avec cela que l'on fait les délicieux bonbons de Nancy? Voici la taille au-dessus des citrus maxima. Dans cette serre, c'est clairement la production horticole. Un beau tapis végétal. Ces petites boules sont celles d'un ardisia. Jolies feuilles.
Steinbergia erecta. Ça, c'est de l'hibiscus. Tiens, j'ai cru que c'était des prêles, et apparemment ce n'en est pas. Courante et toujours merveilleuse. Une vue ici de la rue Audrebec à Rouen. Les tulipes, avenue de Bretagne. Les massifs de chrysanthèmes à l'automne au jardin des plantes. Plutôt en été. Belle composition avec des échiums et des trompettes des anges. Il y a un autre lieu de production florale à Franqueville-Saint-Pierre, sur les plateaux est de Rouen. Bel enchevêtrement floral. Une plante peu connue, Medimilla magnifica flamenco, ou pied-mer. Au centre, la plus haute serre, c'est le palmarium. Hauteur 6,10 mètres. Voilà qui m'a tout l'air d'être un bananier. Au moins ici, elles ne sont pas exposées à la pollution. Et voici une plante gruyère. Celle-ci est du plus beau vert qu'il soit possible de voir.
la tige et la feuille qui s'ouvre, qui se déploie. Ici, une plus petite, encore fermée. Les fruits de ce clémentinier ne sont pas très engageants. Ce cycas fait ami-ami avec un baobab. Fleurs de Citrus limonia. Jolie bractée. Les fruits d'une Passiflora quadrangularia. Un panneau pédagogique sur les plantes utilitaires. Il y a évidemment les plantes que l'on peut manger, comme par exemple la banane. Et il y a également les plantes condimentaires, je pense au poivre, à toutes les épices. Il y a les plantes médicinales, il y a les plantes aromatiques pour faire des parfums, il y a les plantes industrielles, comme par exemple les plantes tinctoriales pour teindre les tissus. Nous arrivons à la serre des cactées. Ne pas perdre de vue que les cactus peuvent produire de belles fleurs. Un petit coin de Mexique à Rouen. Au Havre, il y a un boulanger retraité qui est passionné de cactus. S'il a la curiosité de regarder ce film, je le salue. La forme me fait penser à un ténia, le ver solitaire. Quant à cet escogriffe, il est plus grand que moi. Mais ce n'est rien. Dans le désert, il doit y avoir des exemplaires bien plus hauts encore. On reconnaît les aloès ici qui pullulent sur la côte d'Azur et ailleurs dans le bassin méditerranéen. Astrophytum. Echeveria. Avec ses belles petites fleurs roses. Un beau carnéa avec sa patte d'éléphant.
Pachyphytum. Et encore des mammillaria. Eschtia argentea. Ce Neobuxbaumia ne pique pas vraiment. Cet échinocactus est plus connu sous son appellation de coussin de belle-mère. Et celui-ci est particulièrement beau. Aeonium. Pour ceux qui connaissent, les aéoniums ont une forme très reconnaissable. En voici d'autres de plus grande envergure. Ceux-ci poussent sur les îles Canaries. L'aloès est une espèce bien commune dans le monde des cactées. Cette euphorbes candélabre vient d'Afrique de l'Est. Aortiopsis. On se croirait presque dans un film de science-fiction. Encore une autre variété d'aloès. Voici pour cette visite assez belle cactée. Quelques petits derniers à la sortie. Ce panneau parle des différents types de climats qui existent. Océanique, méditerranéen, subarctique, subtropical humide, continental. Dans cette avant-dernière serre règne vraiment une fabuleuse odeur de pleine terre. On dirait de la terre fraîchement remuée. La biodiversité est un grand capital dont tous n'ont pas toujours conscience. Le déploiement des crosses d'une fougère ptéridophyte. Et là, c'est encore plus surprenant. Dans cet espace, nous accédons aux plantes carnivores qui ont le don de fasciner le public et qui titillent souvent l'imagination des auteurs de science-fiction et de fantastique. Regardez ces Drosera. Elles sont couvertes de spicules qui collent les insectes. Elles peuvent ensuite les digérer. On voit bien les petites gouttelettes de suc qui retiennent les insectes.
Les Sarracenia, quant à elles, ont une autre technique. Les insectes ne peuvent pas remonter le long de cette grande cupule. En voici une qui risque sa vie. Gare au piège. On ne voit pas grand-chose. Celle-ci a l'estomac vide. Une autre variété de Sarracenia. Autre piège à insectes, les Nepenthes. Joli déco. On comprend que les insectes veuillent visiter. Et en voici une qui a trouvé sa fin sur ce piège mortel. Voici une très très belle plante dont le nom malheureusement n'est pas indiqué. Je n'ai pas vu les plantes qui referment leurs deux mâchoires. Je crois que ce sont les dionnées, si je ne me trompe. Ça, c'est de la fougère. La 7e serre est en cours de maintenance. Il s'agit d'une serre de quarantaine où l'on dispose les nouvelles espèces acquises par le jardin des plantes. Les belles bractées d'un bougainvillier. Après les 7 serres, on trouve les serres tropicales. Des collections botaniques avaient été rassemblées par le banquier Eugène Boulet qui habitait à Corbille. En 1914, face à l'invasion allemande, il a ramené ses serres sur Rouen. Des orchidées sont présentes dans ces serres. Les grandes vedettes du lieu sont ces Victoria grusiana, nénuphar d'exception. La spectaculaire Victoria crusiana est originaire du Paraguay, en Amérique du Sud. Ses feuilles sont utilisées en médecine pour ses propriétés sur les maladies respiratoires. Voici une feuille de Victoria crusiana à l'envers. Elle est teintée de pourpre. Voici le nénuphar qu'elle produit lorsqu'elle fleurit très brièvement. C'est une floraison très curieuse. La fleur, en effet, ne fleurit que 2 nuits. Elle peut atteindre jusqu'à, tenez-vous bien, 30 cm de largeur. Si Claude Monet voyait ça. La première nuit, c'est une fleur blanche qui s'épanouit, avec une forte odeur d'ananas. Lorsqu'elle se referme, elle piège les insectes qui sont perdus dans les pétales. Ce sont des coléoptères qui ont été attirés par l'odeur de l'ananas. Durant le jour qui sépare les 2 nuits, la fleur reste fermée et lorsqu'au crépuscule elle s'ouvre, les coléoptères libérés chargés de pollen vont aller polliniser d'autres fleurs. La 2e nuit, la fleur est pourpre. Ensuite, elle s'immerge et forme un fruit.
Exubérance végétale. Panneau explicatif sur les sabots de Vénus. Si vous voulez en savoir plus sur ces orchidacées, c'est au Jardin des Plantes de Rouen qu'il faut venir. Mais comme vous le voyez, il n'y a pas que des orchidées. J'ai dit que ces plantes étaient celles de la collection du banquier Eugène Boulet qui habitait Corbille. Il les avait déposées chez Madame de la Moissonnière Cauvin à Canteleu et il les a laissées même après la guerre de 1914-1918. Madame de la Moissonnière Cauvin, à la mort du banquier, en a fait don à la ville de Rouen. Joli Trachycarpus à la sortie des serres tropicales. La pieuvre est toujours là. Cette antenne est réservée à la production florale et ne se visite pas. Voici qui clôt la visite de ces nouvelles serres et aussi des serres tropicales du Jardin des Plantes de Rouen.